Bonjour à tous et bienvenue au Hall of Shame. On se retrouve pour un nouvel épisode et une nouvelle vidéo du home cinéma, plus précisément de la série C'est quoi, qui s'intéresse vraiment aux bases de la tactique NBA. Aujourd'hui, on continue la deuxième partie du pick and roll. Donc dans la première vidéo sur le pick and roll, on avait vraiment abordé toute la définition du pick and roll et comment est-ce qu'il avait évolué à travers le temps. Donc on avait vu que c'était un système de jeu à 2 joueurs à la base avec 2 parties. Une partie où il y a une pause d'écran, le pick, et une partie où le joueur va attaquer le cercle, le roll. Et donc on s'était vraiment attaqué aux bases de ce système pour le redéfinir, vraiment d'un point de vue offensif. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la défense de ce système. En effet, comme on l'a vu la dernière fois, c'est un système qui est utilisé majoritairement en NBA, c'est vraiment devenu la base du jeu NBA. Et il faut bien le défendre. Avec le spacing et le pick and roll, vous avez en effet les deux concepts clés, les deux bases énormes, les deux mamelles en fait, du basket moderne. Donc le fait de savoir défendre le spacing est important, mais c'est tout aussi important dans le basket moderne de savoir défendre le pick and roll. Pour ça, la défense du pick and roll a bien sûr énormément évolué depuis son arrivée dans la ligue à la fin des années 80, et avec l'évolution du style de jeu des joueurs, on est vraiment passé d'une ligue où le meneur avait d'abord un rôle de passeur à une ligue où les principaux scoreurs sont des meneurs ou des arrières. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à cette évolution de la défense et vraiment à regarder comment les systèmes défensifs se sont créés pour pouvoir défendre sur ce type d'action. Donc d'abord, on va regarder comment ce système qui a fait des ravages dans les années 90 a été défendu au début. Donc c'est un système très simple, facile à mettre en place, et assez compliqué en fait à défendre. Le fait de défendre dessus demande toujours de faire des sacrifices ou des choix et de laisser donc des opportunités à l'attaque. C'était particulièrement le cas au tout début de ce système de jeu. En effet, lorsqu'il est arrivé, on avait très peu de joueurs qui étaient capables de shooter en sortie d'écran, donc il y avait un choix qui était fait, c'était de laisser ce shoot-là afin de ne pas créer le mismatch. Donc comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, le mismatch, c'est lorsque vous attaquez un joueur sur lequel vous avez un avantage physique, soit de vitesse, soit de puissance ou de taille. Donc le but du pick and roll à la base était donc de créer ce mismatch ou un décalage à pouvoir exploiter ensuite. Et donc pour pouvoir éviter ce mismatch ou ce décalage, il est important d'abord d'anticiper le pick and roll, avec l'intérieur défenseur qui au moment où il voit l'attaquant intérieur venir poser l'écran, prévient son coéquipier qu'un écran va être posé. Alors, dans les années 80 et 90, la principale technique consistait à passer sous l'écran. En fait, ça consiste pour le meneur défenseur à passer entre l'écran et le panier, ce qui lui permet donc de rester assez largement entre le joueur et le panier pour l'empêcher d'aller driver. Et il n'y a donc pas de changement d'écran, pas forcément de décalage qui est fait, et il peut continuer de défendre dessus. Cette méthode a été donc très utilisée un peu partout dans le monde dans les années 80-90, et on voyait même en Europe quelque chose d'assez marrant, dans un jeu plus rugueux en Europe de l'Est, le défenseur intérieur venir pousser l'attaquant intérieur qui venait poser le pick. Il le poussait donc vers l'extérieur de la raquette, vers les 3 points, donc l'écran était posé beaucoup plus haut que ce qui était prévu, ce qui permettait donc au défenseur sur le porteur de balle de pouvoir très facilement passer sous l'écran, comme on peut le voir sur l'image, et ce qui forçait le porteur de balle à ne pas pouvoir prendre l'écran directement, mais à devoir s'éloigner du cercle, à changer sa trajectoire et donc à ralentir. Donc les joueurs ralentissent sur le pick and roll, ça devient une attaque qui est donc moins dangereuse car plus lente, et donc on est à la limite de la faute, mais on est sur du jeu plus rugueux, et c'est une technique qui marchait plutôt bien. Mais l'unique problème de passer sous l'écran, comme on peut le voir sur l'image ici, c'est que si le porteur de balle décide de s'arrêter au niveau de l'écran pendant que vous passez dessous, il se retrouve donc avec énormément de temps et énormément d'espace pour pouvoir shooter à 3 points. Il n'a aucun joueur proche de lui, il a son intérieur qui lui pose un écran pour lui faire de la place, et ça offre des 3 points absolument énormes. Donc dans les années 90, où le shoot n'est pas encore quelque chose de si important que ça, où il y a peu de 3 points qui sont pris, et encore moins en sortie de dribble, c'est pas quelque chose de si gênant. Mais arrivé dans les années 2000 et vers la fin des années 2000, on va avoir de plus en plus de joueurs capables de shooter directement en sortie d'écran. De plus en plus de meneurs capables de le faire. Le fait de passer sous l'écran devient donc quelque chose de très très risqué, et qui n'est plus possible d'être fait avec tous les meneurs en face. Par exemple, lorsque vous défendez sur Steve Nash et vous passez sous l'écran, vous serez systématiquement sanctionné.
On va alors faire l'opposé, ce qu'on appelle passer au-dessus de l'écran. En fait, l'idée, c'est que l'on va suivre le meneur, vraiment le coller et passer entre l'écran et le meneur qui attaque. On défend donc très serré sur lui et on ne lui laisse aucun espace. On ne lui laisse donc pas du tout l'espace pour pouvoir shooter de loin. Le problème, encore une fois, car aucune solution n'est parfaite, de passer au-dessus de l'écran, c'est que si l'écran est bien posé et que le meneur qui attaque va vraiment passer au ras de l'écran et donc ne vous laisser aucune place pour pouvoir le suivre, vous allez vous retrouver à prendre l'écran, à se retrouver derrière lui. Et comme on peut le voir sur l'image, lorsque vous vous retrouvez derrière lui, vous laissez donc le porteur de balle, le meneur, arriver à pleine vitesse, lancé vers la raquette, à pouvoir attaquer le défenseur intérieur qui généralement est beaucoup plus lent que lui et se retrouve en plus assez éloigné du cercle. Ça offre donc beaucoup de lay-up et de possibilités de drive très faciles et vraiment une situation de 2 contre 1 avec le rollman qui peut attaquer et le meneur aussi. C'est donc un système très risqué qui protège bien du 3 points mais qui donne énormément d'opportunités d'attaque du cercle et de panier facile aussi. C'était donc pas non plus une solution parfaite, c'était encore une fois une solution qui permettait de limiter la casse comme le fait de passer sous l'écran. Et c'est vraiment à la fin des années 2000 et au début des années 2010 qu'on va vraiment voir apparaître des systèmes de défense collective pour le pick and roll pour vraiment l'empêcher. La première équipe qui va le faire d'une façon marquante, ça va être les Bulls à partir de 2010-2011. Tom Thibodeau, coach de l'équipe, décide de mettre en place ce qu'on appelle la défense ICE. L'idée repose sur un principe simple, c'est que pour éviter d'être mis en difficulté par un pick and roll, il faut pouvoir absolument empêcher le pick and roll, le glacer, en empêchant le meneur qui a le ballon de pouvoir prendre l'écran et d'en profiter. Tout repose alors sur l'anticipation. Au moment où l'intérieur vient poser l'écran, le défenseur intérieur va alors avertir celui qui défend sur le porteur de ballon qu'un écran arrive en criant « ICE », c'est ce qui a donné son nom à cette défense. Le défenseur sur le meneur va alors se placer, comme on peut le voir sur l'image, sur le chemin qu'aurait dû prendre le meneur beaucoup plus haut que l'écran. Il laisse donc totalement libre l'accès au cercle, mais et force en fait, quelque sorte, le meneur à prendre cette direction-là plutôt que d'aller prendre l'écran. Dans le même temps, le défenseur intérieur va venir se placer sur le chemin entre le cercle et l'attaquant. Il empêche donc vraiment cet accès au panier, même s'il crée un mismatch, comme on l'a dit, donc le meneur peut utiliser son avantage de taille. Mais c'est là où en fait il crée un piège, il va donc forcer inconsciemment le meneur à aller attaquer à cet endroit-là, et c'est ce moment-là où le défenseur sur le meneur, au lieu de rester sur l'intérieur, va venir aider et faire une prise à 2, comme on peut le voir sur la nouvelle image qui s'affiche. On a donc une prise à 2 très agressive et un meneur qui attaque, un porteur de balle qui n'a pas pu exploiter les failles de ses adversaires, qui n'a pas pu attaquer en utilisant le pick and roll. On glace donc le pick, et n'ayant plus de pick, il ne peut plus y avoir de roll. En plus, vous voyez le positionnement du défenseur intérieur qui se retrouve à être suffisamment bien placé pour pouvoir anticiper au cas où il y a un roll à ce moment-là. Il a donc le choix de venir faire la prise à 2 ou de rester sur son joueur. C'est une défense donc vraiment très très efficace à ce moment-là en 2010, qui va mettre énormément en difficulté les pick and roll, surtout comme dans la configuration que je vous ai montré ici, les pick and roll qui sont faits du côté vers l'intérieur. Et avec ce système de jeu, les Bulls vont être pendant 2-3 ans la meilleure défense de très très loin de la NBA. En construisant vraiment leur jeu sur cette défense totalement asphyxiante, ils vont même finir en tête de la conférence Est en 2011 et 2012, alors que même s'ils présentent Derrick Rose dans l'équipe, le reste de l'équipe offensivement est beaucoup plus faible. C'est ce qui permettra à Tom Thibodeau d'obtenir notamment un trophée d'entraîneur de l'année. On se retrouve donc avec ce système qu'il met en place, mais qui va être contré par ce dont je vous avais parlé la dernière fois, le pick and pop. En effet, l'intérieur qui posait l'écran, s'il s'écarte au moment de la prise à 2, il a un shoot totalement ouvert ou la possibilité d'aller au drive très facilement. Le roll est coupé, mais pas le pop. Les défenses donc vont commencer à prendre ce système pendant quelques temps à la ligue, mais les attaques vont s'adapter, et Tom Thibodeau n'arrivera pas à adapter son système défensif au pick and pop qui commence vraiment à émerger. C'est pour ça qu'il aura énormément de mal en défense avec les Minnesota Timberwolves quand il les reprendra quelques années ensuite. Et ce qui fait que désormais il a beaucoup plus de mal à trouver un poste. C'est que sa défense était très bonne à l'époque, mais à partir du moment où les attaques ont su la comprendre, l'anticiper et trouver une alternative, il a été mis beaucoup plus en difficulté.
Donc, comme je vous le disais à l'instant, c'est une défense qui était très efficace, qui a été très intéressante, qui est encore utilisée par moments, par séquence vraiment, mais ce n'est plus une défense qui est si répandue. Aujourd'hui, on a vraiment deux écoles qui s'affrontent au niveau de la défense sur pick and roll. On a deux défenses. En réalité, on n'a plus de deux défenses, on a plutôt deux écoles, parce que les défenses sont beaucoup plus complexes, arrivées à la fin, deuxième moitié des années 2010. Elles sont beaucoup plus collectives et elles présentent énormément de variantes. On n'a plus une défense type qu'on va utiliser sur chaque pick and roll, mais chaque équipe va s'adapter, va des fois mélanger ces deux écoles. Par exemple, on le voit avec les Boston Celtics qui sont très très bons, qui sont la meilleure défense de la ligue sur pick and roll depuis 2-3 ans, et qui vont mélanger donc les deux défenses dont je vais vous parler ensuite. C'est quelque chose dont je parle notamment dans le podcast sur les playoffs 2020 dans la série opposant les Raptors aux Celtics, donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Je vais plus loin sur les différents types de défenses qui sont utilisés de nos jours que dans cette vidéo. Donc voilà, ces deux écoles, la première de ces écoles, c'est ce qu'on appelle la trappe. La trappe, l'idée ça va être de créer une prise à deux assez agressive sur le porteur de ballon. Donc on arrive vraiment dans une période où l'option numéro 1 n'est plus la passe sur le pick and roll, mais de créer un décalage pour soit un shoot à 3 points, soit une attaque du cercle du meneur qui a le ballon. C'est d'autant plus criant quand on voit le pick and roll de James Harden, de Damian Lillard, ou de temps en temps avec Stephen Curry aussi. Le but premier est donc d'avoir ces meneurs scoreurs avant d'être des passeurs. Et la trappe permet de totalement neutraliser le porteur de balle. Donc comme vous le voyez, on part d'une situation de pick and roll classique, et on a le défenseur qui défend sur le meneur qui va passer au-dessus de l'écran. Sauf que dans le même temps, afin d'empêcher le drive vers le cercle, on a le défenseur qui défend sur l'intérieur qui va tout de suite aller sur le meneur de jeu qui attaque de façon assez agressive. On a donc ce meneur de jeu qui est collé et qui se retrouve pris à deux par ces deux joueurs de façon très agressive dès qu'il a passé l'écran. Il n'a donc aucun espace pour pouvoir shooter de loin ou pour pouvoir driver à ce moment-là. Le risque, c'est que le fait d'avoir deux joueurs et une prise à deux, on se retrouve avec le rollman, l'intérieur qui roule vers le cercle, qui est tout seul. C'est pour ça que, comme on le voit, on a le joueur tout en bas à gauche qui va venir aider en allant se plaçant dans la raquette, et ce qui permet donc de neutraliser le rollman. On a donc cette défense qui permet totalement de neutraliser le porteur de ballon et d'empêcher le roll. Sauf que on voit bien que c'est une défense qui demande la défense de 3 joueurs pour bloquer 2 autres joueurs. On a donc une situation de 3 joueurs défendus par 2 autres joueurs sur le reste du terrain. C'est dans ce cas-là dont on parle très régulièrement de quelque chose qui n'est pas forcément clair pour tout le monde, c'est ce qu'on appelle les rotations défensives. On a donc 3 joueurs qui défendent sur 2 joueurs, il faut donc que les 2 autres défenseurs soient suffisamment intelligents et communiquent suffisamment pour pouvoir tourner, effectuer une rotation défensive, d'où le nom, pour pouvoir défendre sur 2 voire 3 joueurs en même temps. C'est ce qu'on voit avec le joueur tout à gauche qui se retrouve avec 2 voire 3 joueurs à devoir défendre sur l'image. Donc c'est un système qui marche extrêmement bien, qui est très agressif et qui va faire beaucoup de dégâts quand on va se retrouver dans une défense qui communique bien, qui a de l'expérience, qui l'a beaucoup travaillé, mais qui peut totalement passer à travers lorsque la défense comporte quelques maillons faibles ou joueurs qui sont moins concentrés ou qu'elle ne pense pas forcément à communiquer. Mais quand c'est bien exécuté et face à une équipe plus faible au niveau de la transmission et de la rotation du ballon, ça peut faire d'énormes dégâts. On l'a par exemple vu il y a 3 ans en playoff, lorsque les Pelicans ont sweepé Portland, en éteignant totalement Damian Lillard sur le pick and roll. Donc comme je disais, Portland c'est une équipe qui utilise énormément le pick and roll avec le meneur qui va attaquer le cercle. Donc ils ont totalement sorti Damian Lillard du match, et vu que c'est une équipe qui n'était pas forcément très bien huilée collectivement autour, ils sont totalement passés à travers la série offensivement, et c'est ce qui a permis donc à Portland de gagner assez facilement cette série. Donc la deuxième école après, qui a un esprit très différent de celle-ci, c'est une école qui s'appelle donc le switch, ou changement, qui a vraiment été mis en place par les Warriors, puis par Houston, à partir du milieu des années 2010. Donc l'idée, elle est d'abord dans le recrutement, ça va être d'aller essayer d'avoir au maximum de joueurs sur le terrain, qui sont des défenseurs capables de défendre à la fois sur des extérieurs et des intérieurs, des défenseurs polyvalents. Donc ils sont à la fois puissants et suffisamment rapides. L'idée est donc de ne plus créer aucun mismatch qui puisse être exploité par l'équipe en face, tout en n'offrant pas le décalage
qui se crée à cause de l'écran, donc en changeant tout de suite sur l'écran. Comme on peut le voir sur les différentes images, au moment de la pose de l'écran, le défenseur qui est sur le meneur de jeu va aller défendre sur l'intérieur et le défenseur qui est sur l'intérieur va aller défendre sur le meneur. Comme on a des défenseurs intérieurs qui sont rapides et des défenseurs extérieurs qui sont puissants, aucun des deux joueurs n'a un avantage soit de puissance soit de vitesse, et en plus l'écran n'est pas réellement posé, il n'y a pas de décalage qui est fait, il n'y a pas d'espace qui est créé pour pouvoir avoir un 3 points, et l'intérieur, même s'il roule ensuite vers le cercle, il n'a plus cet avantage qu'il avait avant. C'est une défense qui peut être vachement efficace, donc c'est autour de cette défense que les Warriors ont créé leur dynastie de 5 finales NBA et 3 titres ces dernières années, peut-être même plus que sur leur capacité offensive, on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment leur défense qui a été vraiment monstrueuse et qui est partie de ce principe-là. Et donc énormément d'autres équipes s'en sont inspirées après. On a eu Houston, on a eu Boston qui est parti de ça pour créer le late switch, dont je parle sur le podcast dont je vous parlais avant. Elle est vraiment très efficace, mais elle comporte un gros défaut. En effet, sur le terrain, vous avez toujours des joueurs, même si vous avez les défenseurs les plus polyvalents possibles, vous avez toujours des joueurs qui sont plus faibles défensivement. Et le fait donc de changer systématiquement, de switcher systématiquement sur chaque écran et sur chaque pic, fait que l'attaquant peut choisir qui va venir poser l'écran et donc avec qui il va faire le changement, et du coup va se retrouver dans des situations de 1 contre 1 face au joueur qu'il veut. On a eu Cleveland qui allait chercher le titre en 2016 face justement à ces Warriors, en exploitant à fond ça, en posant quelques écrans de façon à se retrouver avec LeBron James qui attaquait sur Stephen Curry. Stephen Curry qui était le moins bon défenseur de l'équipe et qui n'avait pas le coffre ou la puissance pour pouvoir défendre sur LeBron James, donc qui a été mis en énorme difficulté. En plus, il se retrouvait à faire des fautes, à énormément se fatiguer en défense à cause de ça, et ça a vraiment été la limite un peu de ce système-là. Donc comme je vous l'expliquais avant, c'est des systèmes de jeu qui sont très efficaces, ces deux systèmes-là, mais comme tout système défensif, ils ont des défauts, et ces défauts sont très régulièrement exploités par les équipes qui les affrontent. En plus, petit à petit, ils évoluent avec le temps, on se retrouve avec des variantes, on se retrouve aussi de plus en plus avec des équipes qui vont défendre en zone face au pick and roll pour pouvoir empêcher le pick and roll. Et donc voilà, donc les coachs sont de plus en plus inventifs, et finalement aussi inventifs de ce côté-là du terrain pour contrer le pick and roll que en attaque pour créer des nouvelles variations de pick and roll, de pick and pop qui puissent être exploitées. Donc voilà, je finis ces 2 épisodes sur le pick and roll. J'espère qu'ils vous auront plu comme les épisodes précédents, j'espère que je vous aurai appris des choses, ou que j'aurai remis des choses à plat, ça peut toujours servir. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager, à aller commenter, et bien sûr, si ce n'est pas le cas, à vous abonner et à activer la cloche. Je vous dis à la prochaine. Bisous. We just talk about practice. We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we in here talking about practice. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Not a game. Not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. Not the game. We're talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We're talking about